On finit par l'Australie après un mois en Asie avec les sacs à dos, et hop, retour en France. T'as vraiment de la chance. Et comment tu fais pour ta glycémie? T'inquiète, j'ai tout prévu. J'ai un nouveau lecteur directement connecté à mon mobile. Avec le nouveau lecteur de glycémie OneTouch VerioFlex, vous savez clairement où vous en êtes. Vous pouvez également gérer vos résultats via l'application mobile OneTouch Reveal et continuer à vivre pleinement. Ok, t'as vraiment tout prévu. Je peux me glisser dans ta valise? OneTouch, à vos côtés pour avancer. OneTouch VerioFlex est un dispositif médical de diagnostic in vitro de LiveScan. Consultez la notice, contactez votre médecin ou votre pharmacien. Bonsoir, et bien nous voilà, c'est l'heure de votre émission, la Libre Antenne. Avec vous, 3921, nous sommes ensemble en direct jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez nous appeler à tout moment au 3921 pour nous parler de vous, de ce qui vous anime en ce moment. Ici, nous pratiquons la tolérance envers nos propres expériences, une tolérance qui a l'avantage de nous rendre plus ouverts aux personnes que nous aimons et plus accueillants face à leurs émotions difficiles. Mais elle nous rend aussi plus vulnérables. Être ouvert, c'est s'exposer, être touché. La tolérance envers nous-mêmes nous rend capables d'empathie, de compréhension, de partage émotionnel. Elle nous expose aussi davantage aux blessures. Mais en même temps, vulnérable, ça ne veut pas dire être fragile, car le consentement à vivre nos sentiments, quels qu'ils soient, même douloureux, nous ouvre la perspective d'une vie plus riche, plus ouverte, plus authentique. Ici, dans cette émission 3921, on accepte de se laisser toucher par la tristesse et les difficultés, les nôtres, les vôtres, celles que vous exprimez à l'antenne et celles que vous entendez. Et au final, on se comprend mieux les uns et les autres. Nous ne sommes pas moins joyeux pour autant, juste plus ouverts et plus flexibles, prêts à mieux nous accepter et accepter les autres dans toute leur diversité. Nous sommes là pour parler ensemble de votre vie, pour partager votre histoire avec les auditeurs. Dans la douceur de la nuit, au 3921, nous nous écoutons et nous nous entendons. Nous nous répondons aussi ici à l'antenne d'Europe 1 jusqu'à 1h du matin. Quentin et Corentin attendent vos appels au 3921 et c'est Valentine qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, en commençant votre texto par le mot nuit ou partagez avec nous en envoyant un mail sur le site europe1.fr. La libre antenne est à vous. C'est vous qui faites cette belle émission, ne l'oubliez pas. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Sarah. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous car je vous écoute depuis très longtemps. Merci. Et je suis très impressionnée par la justesse de vos analyses. Et je voulais justement évoquer avec vous, suite à l'intervention de Giuseppe hier soir, sur la non-information dans la relation qu'il a eue avec une Caroline. personne, avec Caroline, sur Internet. En fait, cela a énormément résonné en moi, car en fait, je suis confrontée à cette problématique de l'âge, du décalage de l'âge. Et c'est quelque chose qui est très déstabilisant, qui est très difficile à gérer, parce qu'en fait, dans les relations que j'ai eues avec épistolaires, je dirais, avec des hommes sur Internet, je n'arrive pas à dire mon âge. Et en règle générale, je n'arrive pas à donner mon âge, car j'ai peut-être la chance ou la malchance de paraître beaucoup plus jeune que mon âge. Et les personnes, effectivement, qui me contactent sont parfois beaucoup plus jeunes que moi. Quand je rencontre ces personnes, j'ai le sentiment de n'être pas à ma place. C'est quelque chose qui est très difficile et je comprends les raisons de Caroline. Je ne sais pas si ce sont les mêmes raisons qui l'ont poussée à ne pas dire son âge réel.
Mais c'est toujours difficile d'assumer son âge, et quand on est une femme, car très souvent les hommes, évidemment, préfèrent rencontrer, les hommes à 60 ans préfèrent rencontrer des femmes plus jeunes qu'eux. Ouais. Et si je tais mon âge, ou si je n'avoue pas mon âge, cela me gêne énormément, car c'est toujours quelque chose qu'on tait, donc qui est caché. Et je n'arrive pas à surmonter cette difficulté. Je ne sais pas comment résoudre ce problème, parce que je pense que si j'avouais mon âge, les personnes ne me contacteraient pas. Et pour illustrer mon propos, j'ai passé 4 ans et demi avec quelqu'un qui avait 4 ans de moins que moi, et il pensait que j'étais plus jeune. Et je voulais également faire réagir d'autres auditeurs ou d'autres auditrices sur ce sujet. Car les hommes souvent se plaignent en disant oui, les femmes montrent des photos plus jeunes ou cachent leur âge. Mais je pense que c'est très compréhensible, parce qu'on a l'impression d'être mise au rebut quand on a dépassé 60 ans, quand on est une femme. Et je ne sais pas comment les autres femmes, quand elles vont sur Internet, arrivent à assumer leur âge. Assumer leur âge. Et je ne sais pas ce que vous pensez de cette problématique, de cette difficulté, car c'est très déstabilisant en fait. Oui, bien sûr, parce que vous êtes en train de cacher finalement, on est dans le mensonge, hein, c'est ce que disait d'ailleurs, c'est ce qui a rendu furieux, c'est ce qui a créé un problème de couple entre Giuseppe et Caroline au départ, parce que démarrer sur un mensonge et que lui l'ait découvert, et du coup elle s'est sentie trahie, enfin voilà, donc on était un peu là-dedans. Mais en fait, ce que vous expliquez très bien, Sarah, effectivement, vous avez dit c'est déstabilisant, difficile à gérer, mais en fait tout ça s'accroche autour de représentations mentales, cette histoire d'âge, souvent sur 3 éléments, notre culture, le discours ambiant, c'est vrai qu'il y a un discours ambiant sur le jeunisme, et puis l'histoire personnelle aussi qui joue dans ces cas-là. Alors c'est vrai que là, ce que vous nous racontez, c'est finalement vos croyances, et en fait ce que vous faites, et ce que font tous ceux qui justement ont des difficultés à assumer leur âge, c'est que vous projetez sur l'autre vos propres craintes en fait. Vous êtes certaine qu'ils vont penser comme vous, peur d'être jugé, peur qu'on se moque, et en fait c'est une projection des craintes, et cacher son âge, c'est se protéger, c'est qu'on se protège de quelque chose qu'on imagine qui pourrait nous desservir. Mais en faisant ça, on ne protège pas très bien son propre intérieur, parce qu'on sait très bien qu'on est en porte-à-faux avec son identité, et qu'il y a quelque chose de pas assumé, et du coup ça devient douloureux. Donc c'est très douloureux. Vous voyez, pour moi. c'est paradoxal, c'est qu'au départ on tente de se protéger, et en fait c'est une protection en carton-pâte en quelque sorte, parce que c'est quelque chose qui à un moment donné soit est dévoilé ou trouvé, enfin comme dans le témoignage d'hier soir, c'était par hasard que lui avait découvert son âge. Et puis il y a aujourd'hui plein de moyens de connaître l'âge d'une personne, et il suffit même de partir en week-end avec un amoureux, on donne des passeports ou des cartes d'identité, on remplit un billet d'avion. Voilà, il y a plein de moments où on est amené à donner son âge. Donc après c'est vraiment, vous voyez, vous avez beaucoup parlé de croyances, de représentations, mais si les hommes savaient mon âge, alors, et qu'on a intérêt, et que c'est une protection. Donc vous êtes persuadé de vous protéger, en fait. Mais vous voyez, quand je rencontre quelqu'un qui est plus jeune que moi, mais a passé la soixantaine, je ne suis pas une cougar. En fait, mon désir, c'est ne pas d'aller vers des hommes plus jeunes, c'est pas du tout ça. Et très souvent, d'ailleurs, j'ai des personnes qui m'écrivent en disant « voudrais vous rencontrer ». Je dis « je suis désolée, je n'ai pas l'âge qui convient ». Mais je me retrouve avec des hommes et je ne me sens pas à l'aise, parce que j'ai l'impression que je suis avec des personnes qui ne sont pas... qui ne correspondent pas. Vous voyez, il y a une question de correspondance. Bien sûr, bien sûr. Et je suis constamment en décalage. Alors évidemment, c'est l'image, comme vous dites, la représentation qu'on donne de soi.
Mais vous voyez, j'ai ressenti ce décalage toujours à tous les moments de ma vie, en fait. Ah, bah, vous voyez, on rejoint l'histoire personnelle. Oui, quand vous étiez plus jeune. Oui, parce que vous voyez, quand j'ai eu mon fils, j'avais quand même 33 ans. Oui. Et quand je partais en vacances avec mon fils et mes parents, eh bien, on pensait que c'était mon petit frère. Et vous voyez, j'avais 33 ans, j'avais pas plus de 60 ans. Et à tout moment, et quand j'étais adolescente, quand j'avais 20 ans, on pensait que j'avais 14 ans. Donc, dans ma vie personnelle, effectivement, ce problème s'est répété. Oui, ça ne correspondait pas, d'accord, à votre identité. Donc, vous avez appris, d'une certaine manière, à être constamment dans ce décalage d'âge qui ne correspondait jamais vraiment à l'identité au moment donné de votre vie. Oui, c'est quelque chose qui me poursuit et qui me détruit, en fait. Bien sûr, parce que c'est un vrai conflit psychique que vous vivez. C'est un conflit. Mais je pense que quand même, dans les relations sur Internet, je pense pas être la seule femme. Non, bien sûr. Et ce n'est pas parce que les personnes me voient qu'elles pensent que, vous voyez, que je suis plus âgée, parce que c'est vrai que j'ai la chance, et je vais dire, c'est dans mes gènes, puisque mon père était pareil, il avait 10 ans d'écart avec ma mère, et il paraissait aussi jeune, si ce n'est plus jeune que ma mère. Et c'est quelque chose qui se répète, et mon père était comme ça aussi. Il avait un corps qui était resté, vous voyez, très. Moi, je fais beaucoup de sport, je fais très attention à mon aspect physique, et comme je peins, vous voyez, je suis dans l'esthétique. Et ce qui est important pour moi, c'est l'esthétisme. Alors, c'est évident que je me surveille énormément, que je fais très attention. Et oui, quand parce je que me du retrouve coup, avec des personnes qui sont plus, qui ont mon âge et là, je suis carrément en décalage, parce que physiquement, ils ne me correspondent pas, et mentalement non plus. Parce que, je suis toujours entourée de gens beaucoup plus jeunes, des amis de mon fils. J'ai un fils quand même qui maintenant a 32 ans, donc vous voyez. Et j'ai des amis beaucoup plus jeunes, et dans toutes les étapes de ma vie, j'ai toujours été aussi bien amicalement que amoureusement avec des personnes qui étaient plus jeunes, parce que j'étais plus en harmonie avec ces personnes. Et en même temps, vous voyez que vous vivez pas très bien ce décalage, ça vous crée une tension, parce que vous tombez du coup dans une forme de déni pour mieux faire correspondre ce fantasme et réalité, et c'est votre façon d'apaiser votre tension psychique. Donc vous cachez la vérité pour retrouver un équilibre. Donc vous voyez bien que vous êtes dans un enjeu identitaire et qu'il y a une tension qui émane de vous pour maintenir l'âge, parce qu'une fois que vous êtes effectivement dans votre tête, et pas seulement dans votre tête, aussi dans votre corps, et qu'on vous le renvoie, c'est-à-dire plus jeune que votre âge, la tension est aussi à son maximum, plus vous avancez pour maintenir cet âge dans lequel vous vous mettez et on vous met en même temps. Et puis l'autre pan qui pour vous est compliqué à vivre, c'est que vous risquez, et de fait ça arrive, vous dénaturez les relations, parce que elles vont être faites de défiance à un moment donné. C'est que ça vous amène à rester sur vos gardes. C'est une certaine façon, vous voyez, de tricher sur son propre âge. C'est aussi, sur le plan psychologique, une façon de ne pas s'investir dans les relations. Parce que vous n'êtes jamais finalement calé dans un âge. Peu importe, vous voyez que, après tout, vous pourriez, vous avez 65 ans, c'est ça, Sarah, hein ? Vous pourriez être excessivement fier d'en avoir 65, et qu'on vous en donne, j'en sais rien, 40, 45, 50, peu importe, et revendiquer haut et fort que vous en avez 65. Vous voyez, on peut imaginer complètement autre chose aussi. Oui, mais ça, je vous comprends, Sophie. Mais en fait, je veux dire, dans une première approche, vous voyez, comme l'a fait d'ailleurs Caroline, j'affiche 65 ans, il n'y a aucun homme qui s'approchera de moi. Eh ben non, vous voyez, parce qu'il y a David qui dit « j'ai 48 ans, en général, je préfère les femmes plus âgées que moi ». Et c'est de plus en plus le cas.
David envoie un message, mais effectivement, c'est souvent le cas aujourd'hui. Et parce que le fait aussi que les âges biologiques veulent plus dire grand-chose, et vous en êtes la preuve vivante. Oui, parce que en fait, je me dis, mon âge n'a rien à voir avec ce que je suis, aussi bien dans ma tête que dans mon corps. D'où j'allais dire l'intérêt à le dire, parce que de toute façon, vous êtes plus seul aujourd'hui à avoir 65 ans et à en faire 45 ou 50. Oui, et au finish, bien sûr, je me retrouve seule en fait. Oui. Non, mais et effectivement, j'ai eu des relations, comme je vous ai dit, quand même dans une certaine durée, sans que la personne, a priori, j'ai toujours réussi à ne pas, même en voyageant et tout, à moins que la personne n'ait fait semblant, je ne sais pas. Mais dans les relations, je dirais éphémères, passagères, dirons-nous. Et j'ai de plus en plus de mal à répondre aux annonces ou à aller sur des sites, parce qu'arriver à mon âge, c'est difficile de rencontrer quelqu'un, alors que je fais beaucoup d'activités. Je suis une personne très active, super active et même super active. Oui, je vous reprends, Sarah, parce que j'entends énormément de croyances dans votre discours. C'est difficile à mon âge de rencontrer, pourtant je suis super active, etc. Vous savez, la loi de l'attractivité, elle est terrestre, mais elle existe aussi pour les êtres humains. Et il y a des personnes, quel que soit leur âge, elles sont dans cette loi de l'attractivité. Donc il y a vraiment quelque chose à travailler à l'intérieur de soi pour être dans cette loi de l'attractivité humaine. Et c'est bien en dehors de l'âge. Alors après, on peut se raconter l'histoire qu'on veut et se raconter des croyances liées à une époque. Vous trouverez toujours des gens différents. Et comme dit Françoise, Françoise dit, ce sont les fonctionnalités d'Internet qui mettent en avant l'âge. Mais dans la rencontre non virtuelle, les critères d'envie, de choix d'une personne sont totalement différents, dit Françoise, et c'est vrai. Oui, mais elle a raison, parce que en fait, quand vous rencontrez quelqu'un comme ça, il y a, comme vous dites, l'attractivité qui fait que vous allez vers la personne et vous n'allez pas demander systématiquement l'âge de la personne. Exactement, on sait pas. Malheureusement, effectivement, sur Internet, vous êtes dans des cadres. Et c'est ça qui est le plus douloureux pour moi, parce que c'est pas seulement l'âge, c'est les cadres. On essaie de vous mettre dans des petites cases. Mais j'ai envie de vous dire, Sarah, que l'homme pour lequel ce sera si important votre âge, qu'il soit sur Internet ou qu'il soit dans la vraie vie, ça restera de toute façon important pour lui. Et celui-là vous correspondra peut-être pas très bien. Alors que celui pour lequel c'est pas franchement un critère, il vous répondra peut-être sur Internet comme il vous aurait vu et reconnu dans la vraie vie. Tout comme David là avec son message. Donc en fait, si vous voulez, ça dit aussi quelque chose si on prend les hommes, mais vice versa pour les femmes, de la personne qui attache une si grande importance. Il y avait le week-end dernier à l'antenne un homme qui disait, mais pour moi c'est excessivement important, par exemple, là j'ai la beauté physique, et pour lui c'était un critère primordial. Bon, c'est le sien. Vous voyez, donc après on a nos critères. Ce qui moi me semble important dans votre témoignage, Sarah, c'est plutôt la tension. Quand vous dites c'est déstabilisant, c'est difficile à gérer, j'ai envie de vous inviter à pactiser avec votre âge et justement de travailler un peu sur vos croyances et de prendre conscience de vos constructions psychiques. Est-ce que justement l'âge représente ou pas la personne, les avantages et les inconvénients que vous associez à la jeunesse, à la maturité, et puis aussi, vous nous l'avez dit, votre histoire personnelle, le fait que ça vous a poursuivi toute votre vie. Et qu'il y a peut-être là quelque chose d'intéressant pour vous à apaiser. L'image qui me vient, c'est faire la paix. Il y a quelque chose sans doute de faire la paix avec vous dans votre histoire sur cette famille, cette histoire de vie où vous n'étiez pas tout à fait dans cet axe-là. Et puis aussi réinventer vos relations. Vous avez plein de cordes à votre arc, j'entends, voilà, de la peinture, plein de choses. Et c'est vrai que finalement... c'est pour moi d'ailleurs un moyen d'expression très important. Oui, mais... Parce que là, j'arrive à dire les choses et bien sûr. Voilà, à être moi-même. Ouais, mais quand je vous entendais dire, finalement, à mon âge, c'est plus difficile de rencontrer quelqu'un, et du coup, l'âge peut être une forme d'handicap. En fait, les personnes qui acceptent le mieux leur âge sont celles, comme par hasard, qui reçoivent de leurs proches reconnaissance et valorisation.
Donc c'est important de penser pour vous à nouer des liens plutôt que de les dénaturer par un mensonge. Parce que le mensonge vous coûte trop cher. Vous croyez qu'il vous protège et il vous coûte cher. Vous dites, c'est un lien fort. Cela vient après. Mais là, c'est la première étape. Et vous voyez, j'ai pensé à Caroline en me disant, bon, elle a eu la chance de rencontrer la personne et de pouvoir en parler. Oui. Vous voyez, et c'est là où elle a reconnu. Oui. Moi, c'était très touchant d'ailleurs. Je veux pas le cacher. Enfin, je veux dire, dans un premier temps, je le cache parce que c'est un moyen d'aller vers les autres. Sinon, c'est plus difficile. Mais à un moment donné, comme vous dites, c'est le lien entre deux personnes qui est le plus important. C'est pas la date de naissance que Bien vous sûr, affichez. C'est la connaissance. Mais ça, déjà, il faut avoir abordé ce handicap, enfin, ce lien. Il faut arriver déjà à nouer un lien pour arriver à ça. Mais vous comprenez bien, Sarah, que ce soit pour vous d'ailleurs ou comme pour Caroline hier, qui l'a compris, c'est une histoire qui est très intime et très personnelle à vous-même. Et que vous voyez qu'est-ce qu'elle peut provoquer comme éloignement potentiel ou réel. Ça aurait pu abîmer, ça aurait pu leur coûter leur relation à tous les deux. Oui. Vous, ça peut d'une certaine manière vous créer beaucoup plus de distance que de proximité avec les autres, parce qu'une fois que vous aurez commencé à nouer une relation sur la base d'une forme de mensonge, il y aura de la défiance, il y aura de la crainte. Vous commencez déjà à mettre un problème dès le départ. Et puis là, vous voyez, il y a les auditeurs continuent à réagir. Il y a Sylvain qui dit: ma mère est restée plus de 30 ans avec son dernier compagnon de 30 ans de moins, parfaitement heureux tous les deux. Cherchez l'erreur, Monsieur Freud, dit Sylvain. Il y a un Pierrette qui dit: moi je cache pas mon âge parce que j'aime pas mentir. Parfois, ça me gêne, mais on me fait souvent des compliments. Alors du coup, je me sens pas vieille. Donc, voyez, la reconnaissance. Prenez la reconnaissance. C'est important. Il y a Cathy qui dit moi je dis la vérité et en espérant qu'on me dise que je ne le fais pas, et puis si on me dit rien, j'en suis malade. Oui, l'âge c'est important pour les femmes, bien sûr que c'est important. C'est important parce que c'est très difficile. C'est la première chose qui pour les hommes, c'est ça. Vous voyez, quand j'ai été très froissée quand plusieurs fois des hommes m'ont dit: écoutez, je suis désolée, je recherche une femme qui soit plus jeune que moi. J'ai dit oui, c'est très bien, mais vous voyez, c'est blessant parce que vous vous dites, on ne voit même pas la personne, on ne sait pas ce qu'elle représente. Mais ça parle de lui, et Sarah. on rejette. Mais je peux vous dire que ça arrive assez fréquemment des personnes. Bien sûr, mais ce que vous auriez envie, vous, Sarah, vraiment vous, la femme que vous êtes, de nouer une relation avec un homme qui d'emblée dit: voilà, parce que ça parle de lui, ça veut dire effectivement qu'il a mis un critère de recherche bien avant de faire connaissance avec vous. Oui. Donc vous ne parlez pas la même langue d'une certaine manière. On va dire vous n'avez pas les mêmes valeurs ou le même éveil de conscience. Non, voilà. C'est très fréquent qu'on n'ait pas les mêmes valeurs. C'est pas facile d'avoir les mêmes valeurs et de parler la même langue. Oui, mais oui, ça s'apprend aussi. On apprend à parler la même langue. Mais en tout cas, sur les valeurs, il y a rien à regretter pour vous d'une certaine manière quand vous avez quelqu'un qui vous dit: ah non, je suis très déçue parce que je cherche une femme plus jeune. Je ne réponds même pas, ou je dis: écoutez, je vous souhaite bonne chance. Ça, c'est évident que quand on a une réaction pareille, mais tout en ayant affiché déjà un âge qui n'était pas le mien exactement. En plus, alors vous y mettez. Oui, alors là, c'est la double peine pour vous dans ces cas-là. Ah oui. Vous voyez, ça fait d'autant plus mal que non seulement vous avez menti, mais ça n'a servi à rien. C'est vraiment pas drôle. Vous pourriez faire quelques expériences, Sarah, juste pour voir comment vous les vivez. Qu'est-ce que ça dit pour arriver à avoir cette vous voyez, de toucher finalement, ressentir cette reconnaissance qu'on vous renvoie, comme disaient Pierrette ou Cathy, et ressentir ça, et peut-être avoir un plaisir immense à ce qu'on dit: c'est formidable, vous avez 65 ans, vous êtes magnifique, vous en faites 20 de moins. Ouais, peut-être que ça va être chaud à votre cœur. Ah oui, mais ça, c'est sûr que quand on me dit que je fais pas mon âge, c'est très gentil, mais bon... C'est sûr que c'est pas dans les relations par Internet qu'on trouve ce genre de relations, je dirais, honnêtes et qui soit juste et qui soit... c'est pas sûr. Regardez, hier soir, ils s'étaient retrouvés sur Facebook. Donc, vous savez, attention, parce qu'avec votre discours sur l'âge, vous avez mis tout autour plein de croyances, Sarah, qui ont une vraie fonction intéressante pour vous, parce qu'elles cherchent à vous protéger. Alors, essayez un peu d'enquêter sur qu'est-ce que vous cherchez comme ça à protéger.
depuis si longtemps dans votre histoire et peut-être il est temps. Je vois Vous voyez quelqu'un. Oui, je vois bien quelqu'un d'avancer là-dessus. Et j'en parle effectivement. C'est une bonne idée. C'est difficile. Oui, il y a Adrien qui envoie une très jolie citation et j'y pensais justement d'Alphonse Allais. Impossible de vous dire mon âge, il change tout le temps. Et voilà, vous pourriez répondre comme Alphonse Allais. Oui, exactement, c'est une très belle maxime. Oui, et puis il y a Gisèle qui dit, moi je pense à la chanson Sarah, écrite par Georges Moustaki, chantée par Reggiani, la femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Oui, j'aime beaucoup. Mais oui, c'est magnifique. Elle est très belle et il est vrai que ça suppose une grande complexité et c'est ce que je recherche effectivement. Oui, donc vous voyez, ce que vous recherchez, c'est de vous investir et de vous rapprocher, de vous laisser toucher. Donc si vous jouez avec votre âge, vous êtes déjà dans une forme de distance, mais sans doute que ça parle aussi d'une immense peur. Vous savez, ce qu'on désire très fort, c'est quelquefois ce qui nous fait très très peur. Ouais. Souvent, dans notre désir le plus profond, on a une immense peur. Qu'est-ce qui se passerait si on le rencontrait, si tout d'un coup ça se réalisait? Alors on met quelques barrières. Mais vous voyez, je ne sais pas s'il y a certains auditeurs, des hommes qui ont réagi en disant, je cherche une femme plus jeune, c'est ça que vous voulez entendre? Ouais. Je veux dire, on assume de rencontrer une femme du même âge, et ça, c'est pas c'est très courant. Vous voyez, là encore, c'est Sarah, vous enfilez les croyances. Alors, il y a Bob qui dit oui, un homme est attiré par une plus jeune inconsciemment parce qu'il cherche une mère potentielle. S'il cherche une mère potentielle, alors il cherche une plus âgée. Je sais pas, c'est paradoxal, mais en même temps, oui, il cherche quelquefois une plus jeune simplement pour se montrer. Pour se valoriser. Mais c'est tout ça, et ce sont des histoires très narcissiques en fait. Oui, bien. Alors, il faut que je sorte de mon narcissisme. Non, pas vous. Vous, vraiment, d'aller vous rencontrer. Vraiment, vous, c'est une défaillance narcissique. Donc, plutôt, allez vous rencontrer dans votre beauté. Oui, parce que j'ai dans votre vraie beauté. De me voir telle que je suis. Exactement. Je vous souhaite toute la beauté du monde. Je vous embrasse, Sarah. Sophie. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Vos conseils. Bonne nuit. Au revoir. C'est la Libre Antenne qui se poursuit avec vous et en direct jusqu'à 1h du matin. Nous sommes là pour parler ensemble de votre vie, pour partager votre histoire avec les auditeurs dans la douceur de la nuit au 39 21. Nous nous écoutons et nous nous entendons. Nous nous répondons aussi ici à l'antenne d'Europe 1 jusqu'à 1h du matin. Quentin et Corentin attendent vos appels au 39 21 et c'est Valentine qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou partagez avec nous en envoyant un mail sur le site europe1.fr. La Libre Antenne est à vous, c'est vous qui faites cette belle émission, ne l'oubliez pas. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Anne. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci. Alors moi je vous appelle ce soir pour vous parler de mon rôle de maman, qui m'occupe à 100%, qui m'occupe mon temps, mon cerveau, mon corps à 100%. Et depuis 2 ans maintenant, mon fils a 2 ans. Et j'aimerais bien réussir à souffler un peu et puis à m'accorder du temps aussi pour moi, pour mon couple. Même si j'adore ce rôle de maman, c'est vraiment beaucoup de bonheur au quotidien, mais beaucoup de pression aussi. Oui, c'est ce que j'entendais, c'est ce que j'allais vous dire. Vous vous mettez beaucoup de pression. Oui. Oui, être une bonne maman. Et alors là, la pression est à son comble. Oui. Alors après, j'en discute un petit peu autour de moi parce que finalement, ce sujet. Je ne sais pas si on peut parler un peu d'épuisement maternel, de burn-out maternel. On en entend un peu parler. On arrive à en parler un petit peu, mais
très rapidement, moi, je me bride un petit peu parce que autour de moi, j'ai des super mamans qui ont 3-4 enfants et qui arrivent à gérer une vie parfaite, qui ont du temps pour elles, qui font des activités. C'est ce que vous voyez. Oui. Voilà. Et puis moi, avec mon enfant unique, avec un mari qui est tout le temps présent, qui est un super papa, avec une famille qui m'entoure, et en fait, j'ai pas trop de raison de me plaindre a priori, et pourtant, je suis quand même au quotidien irritable, stressée, pas patiente, avec parfois, même envie de partir, quoi. Parce que mon fils serait mieux sans moi, quoi. Finalement, je sais pas bien faire et il se débrouillerait bien mieux sans cette maman stressée. Vous êtes tout le temps dessus, quoi. Vous êtes tout le temps dans l'angoisse de pas être la bonne mère, donc vous en rajoutez pour être cette bonne mère. Et en fait, vous parliez de burn-out tout à l'heure. Le burn-out, c'est quand on se met soi-même la pression de la performance. Et vous parlez des super mamans avec 4 enfants qui travaillent, etc. Et vous êtes dans la performance. Et une maman, on n'est pas dans la performance. Et c'est vrai que tout nous y pousse, la société nous y pousse, les articles des magazines sur les mamans. Et vous avez sur vos épaules, alors d'où ça vous vient, cette angoisse de pas être une bonne mère et de devoir faire son maximum? Alors j'ai eu des parents qui m'ont toujours transmis le fait que je pense que pour eux, avoir des enfants, c'était aussi une priorité. Et que du coup, j'ai eu l'impression qu'à partir du moment où on était là, ils ont mis aussi leur vie un petit peu entre parenthèses. Enfin, j'ai jamais eu l'occasion de discuter avec eux, mais par exemple, c'est des parents qui sont jamais partis en week-end ou en amoureux dès lors qu'ils avaient des enfants, quoi. Je me souviens de parents toujours présents quand on partait en vacances, c'était en famille, on partageait les repas tout le temps ensemble. Jamais mes parents nous ont fait manger avant pour manger après tout seul en couple, voilà. Alors que c'est des choses qui se font par exemple dans notre famille. Donc j'ai cette image quand même de une fois qu'on est parent, c'est un métier à temps plein, quoi. Et vous les avez vécus comment, ces parents parfaits entre guillemets? Peut-être un peu trop protecteurs et qui nous laissaient pas forcément assez de liberté, quoi. Un peu je pense que à 35 ans, en y réfléchissant, je me dis que peut-être. Donc, est-ce que ça vous inspire pas autre chose pour votre rôle de maman? Est-ce que vous avez envie d'être cette maman-là, ou peut-être une maman un peu différente que vous allez inventer, et des parents différents que vous allez inventer avec votre mari? Oui, et alors il est vrai que quand je le verbalise, j'ai envie d'être autrement, mais alors après au quotidien, quand on est dans les émotions, le stress il faut être à l'heure, il faut courir, il faut aller au travail, il faut préparer les affaires pour le lendemain et tout ça. Du coup, sur le moment, au quotidien, ça explose. Je comprends, bien sûr. Alors, sans doute, il y a une façon de vous raconter cette histoire de votre rôle de maman. D'ailleurs, Renée l'a noté. Elle dit vous êtes dans un rôle, vous l'avez dit vous-même. Or, c'est pas un rôle que vous jouez, c'est quelque chose que vous vivez. Et finalement, vous êtes dans vous entendant dans la contrainte maximum, être à l'heure à l'école, préparer les affaires pour le lendemain, parce que vous jouez ce rôle et donc il faut être tout le temps à la hauteur du rôle. Donc ça devient de la contrainte, et quand on est dans la contrainte, on n'est plus dans le plaisir. Et donc c'est comme si c'était pas choisi. D'ailleurs, vous dites, il y a des moments où je préférais tout laisser tomber et partir en courant au bout du monde me reposer, parce que je suis épuisée. Même épuisée pour moi, mais aussi pour mon fils, quoi, parce que je sens bien que l'attitude que j'ai avec lui, qui n'est jamais une attitude violente physiquement, c'est vraiment, mais ça peut être verbal en disant franchement j'en ai marre de toi aujourd'hui, moi j'aimerais bien faire des choses pour moi, j'aimerais bien me reposer, j'ai l'impression qu'il me vampirise toute mon énergie, toute mon attention, et que parfois alors que lui c'est-à-dire que non, c'est vous qui lui donnez toute votre attention, du coup lui il prend, et puis à un moment donné vous dites trop, c'est trop en fait. Et que dans ce que vous racontez sur le fait d'être mère, c'est vous avez un standard dans votre tête, et vous voulez toujours être à ce standard-là, donc vous paniquez dès que vous estimez que vous n'y êtes plus, ou alors vous êtes en colère contre lui qui vous met face à ce standard. Donc ça, c'est un peu tout ce que vous racontez sur je dois, c'est je dois, il faut que je sois une bonne mère, mais pas je sens, pas je suis dans le plaisir.
Parce que être dans le plaisir d'être une bonne maman, ça va être aussi, à un moment donné, dire, tu sais quoi, mon loulou, je suis fatiguée aujourd'hui. Tu sais, je te ramène de l'école et puis moi, je vais aller m'allonger sur mon lit. Tu viens à côté de moi avec ton goûter, ton livre, tes devoirs, j'en sais rien. Mais juste, j'en peux plus. Ou, oh bah, tu sais quoi, là, je vais pas ranger la cuisine. Viens, on va faire autre chose. Enfin, voilà, mettez-vous en ce que vous estimeriez être pas bien, hein, mais qui serait de la liberté. Et vous allez voir que votre enfant sera complètement ravi de voir cette maman qui lâche un peu de la pression. Oui. Parce que les fois où j'arrive à le faire, ça, je sens bien qu'il est beaucoup mieux. Ah bah voilà. Il y a moins de colère et puis tout se déroule bien, quoi. Enfin voilà, ça. Et puis moi, je prends du plaisir du coup à ce moment-là, à avoir pris ce temps-là avec lui, quoi. Évidemment. Ouais. Là vraiment, Anne, votre voie, la route à tracer, ça va être petit à petit à trouver des petits endroits de plaisir entre vous et votre enfant. Ça lui en donnera, parce que vous savez, une maman stressée, c'est une maman stressante, de fait. Oui. Comme un manager stressé en entreprise, c'est un manager stressant. Donc quand on est stressé, on stresse les autres. Oui. Ça, c'est immanquable. Donc là, il s'agit de vos stress. Et votre stress, c'est de l'angoisse, en fait, sous-jacente. C'est de l'angoisse de pas être bien. Peut-être que vous pourriez même vous prendre un petit cahier en vous écrivant, voilà ce que j'imagine être une maman parfaite. Faites la liste de la maman parfaite et regardez cette liste pour en regarder l'absurdité. Vous allez voir que ça va être que des tâches matérielles, comme vous me dites, préparer le goûter, le sac. Vous croyez pas qu'il y a plein de mamans qui oublient un truc dans le sac au moment où ils partent à l'école, qui même parfois oublient le cartable. Zut, c'est embêtant. Enfin, voilà, dans toute vie d'une maman, il y a des loupés. Et heureusement, parce que c'est peut-être le moment d'en rire. Et puis aussi, qu'est-ce que ça apprend à votre enfant? Parce que là aussi, nos enfants, ils apprennent au travers de l'exemplarité. Ils apprennent que maman, elle peut être cool quand elle se trompe. Qu'une maman en échec, c'est pas la fin du monde. Ça veut dire que lui, quand il sera en échec, ce sera pas la fin du monde pour lui non plus. Alors que si pour maman, faut que tout soit parfait, tout soit toujours nickel, lui, il va s'en mettre de la pression aussi, le pauvre bout de chou. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça que ce soir j'appelais, parce que justement, je sens bien que je suis en train, de lui transmettre ça, ces angoisses que moi j'ai, à titre plus personnel, effectivement, de tout vouloir cadrer, passer, une anxiété, un petit peu la peur de l'inconnu, voilà. Et j'ai pas envie justement de lui transmettre ça. J'ai envie que justement lui soit libre de faire ce qu'il ressent, d'essayer, d'avoir des échecs, et puis de rebondir, ce que moi j'ai pas eu la latitude de faire peut-être. Peut-être aussi. Voilà. Oui. Ce serait quoi d'ailleurs pour vous une mauvaise maman? Dites-moi, Anne. À quoi ça ressemble pour vous? Quand vous regardez d'autres mamans, vous dites non, vraiment, elle est nulle. C'est quoi? Racontez-moi ce que c'est qu'une mauvaise maman. Pour moi, oui. Mais malheureusement, c'est ça. C'est une maman qui fait passer ses priorités avant son enfant. C'est-à-dire, quel genre de priorité, par exemple? Alors, moi, par exemple, ça va être le travail. J'ai du mal à concevoir qu'une maman puisse s'éloigner de son enfant pour le travail ou puisse mettre sa carrière avant le bonheur de son enfant. Alors moi, j'ai une vie professionnelle assez riche, une profession qui m'oblige à beaucoup de déplacements de quelques jours. Et là, par exemple, je suis en déplacement et je ressens vraiment une grosse culpabilité, quoi. D'accord. De me dire, donc je suis pas une bonne maman, là. D'accord. Donc vous qui faites quand même, donc j'entends une carrière, et peut-être aussi une belle carrière. Pour vous, ça, c'est un ingrédient de mauvaise maman. Donc, vous en surrajoutez quand vous êtes avec lui. Là, vous devez être impeccable, finalement, pour remplacer tous les manquements que vous avez quand vous n'êtes pas là. Or, vous pourriez, Anne, parce qu'en fait, ce que vous faites, c'est que vous êtes dans le ou. Ou je suis une femme qui travaille et je suis très bonne à mon travail, mais alors ça fait de moi une mauvaise maman. Ou je suis une très très bonne maman, mais alors je peux pas être bien dans mon travail. Et vous êtes ou bien ou bien. Vous allez apprendre le et. Et je peux travailler, et je peux aussi être une maman. Oui, et dans les deux cas, être à la fois une bonne maman et puis quelqu'un de compétent et de professionnel à mon travail, sans me mettre trop de pression, mais vraiment dans quelque chose qui va me procurer du plaisir. Et vous allez voir ce que vous allez enlever comme pression, ça va être souvent des tâches matériel, bien rodé. Même le temps, par exemple. Je suis persuadée que de vous caler devant un dessin animé avec votre enfant dans vos bras parce que vous êtes crevé, que vous rentrez du travail, ou le week-end, par exemple, parce que vous êtes lessivé,
Mais il sera super content parce que vous allez rire avec lui devant les images, etc. Vous allez dire, tu sais quoi, je suis crevée, mais on va se faire un dessin animé tous les deux. Où il fait beau dehors, on va dans un parc, on va s'allonger dans l'herbe. Voilà. Oui, c'est vrai que j'ai perdu cette notion de plaisir avec lui, c'est-à-dire que voilà, on va au parc dans notre ville à jouer, et puis tout de suite, moi je regarde l'heure en disant bon, ça y est, l'heure du repas arrive, donc il va falloir que je lui dise de rentrer parce qu'après j'ai ça à préparer à la maison, le repas, il faut qu'il mange à l'heure pour être. Oui, s'il mange 20 minutes ou une demi-heure plus tard, vous voyez, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Rien. Oui, rien de grave. Oui. Non. À chaque fois, regardez les risques. C'est quoi le niveau de risque? Oui, bon, il mangera pas complètement pile à l'heure. Bon, peut-être que ce soir-là, il se couchera un peu plus tard ou à l'inverse. Mais il y aura une espèce de souplesse, de fluidité, de liberté dans le temps. Donnez-vous cette liberté et donnez-la lui. Oui. Pour lui. Ouais. Qu'est-ce qu'il en dit, le papa, de tout ça? Vous en parlez avec lui? C'est ça qui m'a fait un petit peu réagir parce qu'en fait... on a eu une période vraiment géniale tous les deux après l'accouchement parce que vraiment ça a été un moment super, la naissance de notre petit, et c'est un super papa, donc il y a eu vraiment une super période après, et justement moi là je m'éloigne un petit peu de lui depuis quelques mois à cause de mon état de fatigue, de stress, et là c'est lui qui m'a un petit peu poussée à dire mais voilà, là maintenant il faut qu'on partage des choses ensemble parce que sinon, notre vie a plus de sens tous les deux. Bien sûr. Si tu n'es que dans ton rôle de maman et que tu n'as plus de temps à m'accorder. Donc, c'est aussi ça qui m'a fait réagir, quoi. C'est vrai que... Et que ce sera aussi un moment heureux pour votre enfant. De voir que les deux parents ont une vie à eux, c'est très important pour un enfant dans sa structure, de comprendre qu'il y a papa et maman, et puis il y a lui. Mais il y a bien, parce que sinon il y a maman et moi, et puis il y a peut-être un peu papa et moi, mais il n'y a pas maman et papa. Et ça, et lui, ça le déstructure parce que il se dit mais attends, donc je prends toute la place. Et vous parlez de vampiriser, oui, bien sûr. C'est que dans le vide laissé par la place du père aux côtés de la mère, le petit bout de chou, il fait quoi? Il la prend la place. Donc pour lui, vous voyez, c'est aussi problématique parce que il risque d'avoir à vous porter. S'il sent que vous êtes stressé, votre enfant va vouloir surcompenser. Ils sont ultra sensibles au fait de surcompenser des choses qui sont pour le parent difficiles. Alors ils essayent de soulager. Il y a un autre sentiment des fois que je ressens, c'est un petit peu d'être un peu en colère contre lui par rapport à ce qui m'a enlevé de ma vie d'avant. Et tout ça, je le dis tout en disant que je suis très fière d'avoir mon fils, je comprends bien. C'est vraiment un grand bonheur. Mais parfois, quand je suis vraiment énervée, je me dis, avant, j'avais le temps de faire ça, avant, je prenais le temps pour moi, et je lui en veux un petit peu, alors que, lui, il y est pour rien, finalement, mais et j'ai peur qu'il ressente, cette chose-là. Ouais, et puis c'est en fait une colère que vous avez contre vous de ne pas savoir gérer ça. Ouais. Et donc quelquefois quand c'est trop lourd pour soi, il faut qu'on trouve un bouc émissaire. Ouais. Et il devient le bouc émissaire du fait que vous soyez comme ça complètement affolé sur cette gestion du temps et sur le fait d'être au taquet partout, comme on dit. Oui. oui, c'est ça. Or c'est pas possible, c'est juste pas possible. Oui, c'est vrai. Quand on a commencé là tout à l'heure, on parlait des images des magazines à la télévision, et c'est vrai que cette image-là, elle est encore renvoyée, même si on parle un petit peu plus d'épuisement maternel et que c'est un sujet qu'on évoque un peu plus. Méfions-nous de tous ces discours d'injonction. Il y a un auditeur qui dit Anne s'imagine que c'est parfait chez les autres, mais ce n'est que son imagination. Tout le monde vit des moments difficiles. Il est important de prendre du recul, de laisser faire pour reprendre du poil de la bête, et tout le monde en sera plus heureux. Parce que ça, c'est l'histoire qu'on raconte de la performance, du tout parfait. Parce que, justement, on montre ces images. Pourquoi? Parce que le monde est difficile et que tout le monde aimerait bien y arriver.
Et c'est bien parce qu'on n'y arrive pas qu'on nous montre des images en nous faisant croire que c'est possible parce qu'on voudrait. Mais les journées ont toujours 12 heures, enfin ou 24 heures, on va dire, depuis la nuit des temps. Le temps n'a pas changé. Il se trouve qu'il est beaucoup plus investi ce temps-là par les outils technologiques, par les stimulations, par les opportunités. On est des génies, on croit qu'on possède le monde, qu'on peut tout faire et qu'on peut tout gérer parce qu'on a beaucoup d'outils pour gérer tout ça. Mais s'occuper d'un enfant, lire un livre, écouter de la musique, dîner au restaurant avec son amoureux, tout ça prend toujours le même temps. Se parler, échanger, prendre du temps ensemble, c'est toujours le même temps. Ce temps-là, il n'est pas plus petit qu'avant, il a toujours le même temps. Et ce temps-là, il est essentiel pour nos constructions. Donc ça veut dire qu'il y a plein de choses tout autour. C'est toutes ces choses autour qui nous demandent justement de mettre de la distance, du recul. Oui, parce qu'il est vrai que, par exemple, la chose aussi qui m'embête, c'est que du coup, je suis tellement dans ce rôle de maman que ce que je faisais avant beaucoup, d'aller au cinéma, au théâtre, voir des spectacles, rencontrer des amis, je le fais vraiment quasiment plus du tout. Et du coup, quand je rencontre des amis ou des collègues, j'ai plus trop de sujets de discussion en fait à partager avec les autres à part. Oui, voilà pourquoi vous en voulez. Oui, voilà donc, pourquoi vous en voulez à votre enfant. Oui, c'est vraiment. Donc j'ai l'impression aussi de perdre un peu du lien social, un peu parce que finalement, à quoi se résume ma vie? Alors les autres ont toujours plein de choses à raconter. Et moi, finalement, je me lève, je m'occupe de mon fils, je vais au travail, je m'occupe de mon fils et je m'endors. Et voilà à quoi se résument mes journées, quoi. En fait, vous résistez au changement parce que votre fils a un changement dans votre vie. Oui. Et que vous voudriez que la vie d'avant soit pareille avec votre fils en plus. Mais non, il amène un grand changement dans votre vie. Et ce changement-là, vous avez un peu de mal avec par rapport au passé, alors que c'est une autre vie que la vôtre, d'une certaine manière, et que ces gens dont vous parlez ont maintenant une autre vie aussi que celle que vous avez aujourd'hui. Oui. Et que pour autant, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Et c'est pas parce que vous avez plus les sujets. D'abord, on peut lire des critiques pour être un peu au courant et puis dire, mais comme vous n'avez pas assez de plaisir dans la vie d'aujourd'hui, vous regrettez celle d'avant que vous pensez, que vous fantasmez, qui était plus dans le plaisir. Oui, c'est vrai. Mais c'était beaucoup de consommation. C'était aussi aller au cinéma, au théâtre. Et là, vous vivez, vous construisez une famille, vous êtes dans des moments humains qui peut-être effectivement se racontent pas dans un dîner en ville, quoique vous verrez les parents autour d'une table, ça parle que de leurs enfants, surtout quand ils grandissent, ça ne parle que de leurs études. et plus ça avance dans l'âge, plus le dîner se passe à parler chacun de ses enfants, mais aussi souvent dans la performance. Mes enfants mieux que les tiens. Où il dort mieux, où il mange mieux, où il est meilleur à l'école. Attention à tout, parce que on se coupe de tous ces moments intenses de plaisir. Vous pouvez pas, par exemple, de temps en temps, Anne, le faire garder votre fils ou par des grands-parents? Si, en plus, c'est pour ça que je disais que j'ai pas de raison, a priori, d'être dans cet état-là, puisque j'ai une famille très proche et j'ai vraiment aucun souci pour le faire garder sans problème, mais je vais culpabiliser très rapidement de le laisser parce que je devrais être avec lui à 100% et que c'est encore des injonctions. Je devrais. Si j'étais une bonne maman, c'est ce que vous avez dit d'ailleurs, une mauvaise maman, c'est celle qui travaille et qui n'est pas à 100% avec son fils. Alors vous savez, un enfant, c'est pas la quantité du temps, c'est la qualité. C'est la qualité. Mais vraiment, c'est la qualité. Et donc si les moments moindres que vous avez avec lui sont que des moments de plaisir, que vous rentrez du bureau et que c'est votre récré de le retrouver, et que c'est la fête, mais quitte à dire, tu sais quoi, le repas ce soir, on va plutôt faire comme ça. C'est-à-dire que ce soit plus des tâches. Vous voyez votre rôle de maman comme des tâches à faire. Or, c'est pas... oui, bien sûr, il y a des tâches, mais il y a surtout une relation, il y a à jouer, il y a à se raconter des histoires, il y a peut-être raconter des choses de votre journée qui vous racontent la sienne. Soyez, créative, amusez-vous, que ce soit du plaisir. Retrouver du plaisir, du sourire, de l'amusement au quotidien. Mais c'est vrai que j'étais tellement dans un état émotionnel difficile que même par moments, j'ai l'impression de ne plus avoir d'émotions, ni de les ressentir, ni de pouvoir les transmettre. C'est assez
Voilà, c'est ça aussi qui parfois me Oui, parce que pèse un vous êtes peu, très stressé, parce qu'en fait, vous êtes épuisé psychiquement, parce que ce que vous me racontez là, c'est effectivement très 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 fatigant, parce que vous imaginez qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de vous qui, dès que vous agissez ou que vous pensez, passe son temps à vous dire ah oui non mais là t'as tout faux, non mais là c'est pas bien, non mais c'est pas comme ça, mais t'as vu t'as un quart d'heure de retard pour le repas, puis alors là franchement t'as une réunion de plus au bureau, puis là t'es encore pas là ce soir à la maison, mais enfin t'es vraiment nul comme mère. Vous avez quelqu'un qui vous dit ça en permanence. Ouais, et quand vous êtes avec votre enfant, qui vous dit mais souris, sois contente, sois gaie, mais montre-lui que t'es contente d'être avec lui, mais tu vois, il a besoin de toi, blablabla. Vous imaginez tout ce que vous vous racontez pendant ce temps-là? Mais comment voulez-vous avoir du plaisir? Et vous êtes épuisé après. Et le soir, voilà, j'ai qu'une envie, c'est vraiment de déconnecter mon cerveau, et dès qu'il est couché, je veux éteindre la lumière, se coucher, et je veux dormir, quoi, parce que là c'est le moment où mon cerveau peut un peu se reposer, et puis le lendemain matin quand le réveil sonne. Alors vous savez ce que vous allez faire, Anne, maintenant, à chaque fois que vous sentez cette voix qui démarre en vous, c'est tout de suite, c'est non, c'est stop, et prenez 5 grandes respirations, voilà, avec votre ventre là. Oh, je prends de l'air là, je me détends là. Je me détends et je suis en train de me dire attends, stop, qu'est-ce que tu es en train de te raconter là? Stop, tranquille, voilà. Hein? C'est quoi les risques, c'est quoi? Tout de suite, regardez qu'est-ce qui se passerait si vous ne faisiez pas tout ce que vous imaginez que vous devriez faire. Pas grand-chose finalement, il se passerait pas grand-chose, ce serait pas bien grave. Ce serait plus le regard des autres. Voilà, si ma maison n'est pas très bien rangée finalement, si mon passage il n'est pas fait. Voilà, ma belle-maman, elle va venir, elle va dire franchement, sa maison, elle n'est pas tenue comme il faut. Ce jour-là, non. J'allais dire ce jour-là, Anne. Mais c'est pas tous les jours comme ça. Oui. Voyez, ce sera ce jour-là. Donc, comme dit Stéphane, lâchez prise, soyez moins dans le contrôle, beaucoup moins dans le contrôle. Ouais. Parce que ça, vouloir tout contrôler, c'est pas possible et c'est épuisant. C'est épuisant, puis je passe à côté de moments superbes avec mon fils. Quoi. De tout le côté détendant, cool, tranquille. Donc désobéissez, comme dit Gisèle, soyez une bad mother, jouez à la bad mother. Non mais soyez transgressive. Il va vraiment falloir que vous alliez vers une forme de transgression par rapport à vous-même. Vous savez, la transgression c'est jouissif. Quand on son gendarme là, quand on lui dit tu sais quoi, je vais pas t'écouter et puis je vais en faire qu'à ma tête. Ouais, vous partez bientôt en vacances, là, Anne? Oui, les vacances arrivent prochainement. Super. Voilà. Donc, et donc là, vous partez tous les 3? Voilà. Ouais. Alors là, vraiment, mais voilà, inventez des repas à toute heure et n'importe comment, lâchez-vous, rangez pas la cuisine si ça vous chante, laissez traîner des affaires, voilà. Franchement, plus vous allez être détendu, amusez-vous, lâchez toute la pression que vous avez mise cette année, reposez-vous, détendez-vous. Voilà, vraiment, ça va être des vacances très différentes, vraiment, je vous le souhaite, pour que à la rentrée, vous commenciez quelque chose de très nouveau pour vous. Autorisez-vous. Vous, vraiment, votre grand mot, c'est « je m'autorise ». Je vais m'autoriser à être un peu dans le lâcher-prise, dans le manque de contrôle, voilà. Lâchez tout ça et autorisez-vous à être cette mauvaise maman qui vous fait si peur. Je m'autorise à être une mauvaise maman, c'est bien ça en fait, oui. Ouais. Un bon slogan pour mes vacances d'été. Et je vous assure que vous allez faire l'admiration des autres mamans qui diront waouh. Alors elle y arrive, là, bravo. Ah là, non mais Anne, elle nous a scotché. Je vais leur mettre la pression à elle. Oui, parce qu'en mode cool, vous allez leur mettre la pression parce que vous inquiétez pas, elles ont la même que vous. Hein. Donc une maman zen, ça met une sacrée pression. Il y a Fanette qui dit moi j'étais comme Anne et donc je suis allée avec ma crevette faire les bébés nageurs. C'est génial, ça m'a donné que du bonheur, dit Fanette. Bon, le vôtre est plus grand pour les bébés nageurs, mais trouvez-vous des grands moments de plaisir avec votre enfant, vraiment. Oui, tout à fait. Et puis les savourer surtout. Quoi. Et savourer ces moments-là, mais pas simplement les mettre dans l'agenda, les caler sur le calendrier de la maison pour que ça... Mais oui, parce que vous n'êtes plus au travail. C'est un autre temps. Vous êtes sûrement très très pro au travail, donc c'est vrai que vous gérez un agenda dans vos heures de bureau, mais à la maison, c'est une autre forme d'agenda. C'est l'agenda de la relation. Et quand votre enfant se met à vous raconter sa journée, tant pis si la cuisine n'est pas rangée, si le dîner brûle, si je sais pas quoi, le repassage n'est pas fait. Mais c'est tellement super de l'écouter vous raconter sa journée. D'accord ? D'accord. Je suis tout à fait d'accord. Je vous souhaite des belles vacances en famille. Merci beaucoup pour vos conseils. Merci de nous avoir appelés. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.
Alors Anne, il y a des auditeurs, auditrices qui réagissent à votre témoignage en disant oui, difficile pour nous, les jeunes femmes de 30-40 ans que l'on a élevées pour être performantes dans tous les sens du terme, excellentes dans tous les domaines, on se met la pression. Et puis une autre auditrice, Fanette, qui dit je voulais dire que j'ai appris en fait à apprécier le temps avec mon fils. Oui, ça s'apprend. Et puis un auditeur qui ajoute aussi quelque chose d'important pour vous, Anne, trop de votre attention vers l'enfant en fera quelqu'un avec un sentiment de toute puissance et sa colère peut exprimer un sentiment de culpabilité déjà. Et c'est vrai, attention à ne pas faire un enfant roi non plus. Ça en fera un adulte tyran après. Donc c'est pas non plus un service à lui rendre. Et puis pour vous, Anne, et j'y ai pensé pendant la chanson et pour tous les auditeurs qui se sont retrouvés dans le témoignage d'Anne, que ce soit d'ailleurs dans la vie professionnelle ou dans votre vie de parents ou dans votre vie tout court, ce sentiment de courir comme ça tout le temps après le temps avec des pensées très très oppressantes, un gendarme intérieur qui veut tout contrôler. Je vous recommande d'aller sur la page Facebook de la Libre Antenne du week-end où j'ai posté hier une conférence passionnante d'un psychiatre et médecin canadien, Serge Marquis, qui dit penser, on pense trop, on devient fou, et qui parle de Pensouillard le hamster. Alors c'est très drôle parce qu'il a un accent québécois absolument merveilleux, il est plein d'anecdotes, ça dure un peu de temps mais ça vaut une bonne série télé, je vous assure, ça dure 1h20, puis vous pouvez la regarder en plusieurs morceaux, mais vraiment je vous encourage à regarder cette conférence qu'il a donnée à l'université de Nantes, qui est absolument passionnante, amusante, drôle, truffée d'anecdotes et qui vous donnera aussi des pistes pour vous-même et qui vous permettront de comprendre aussi comment vous courez partout et pourquoi vous pensez trop et vous êtes foutu, comme dit Serge Marquis. Allez, on accueille tout de suite Olivier. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir Sophie. Bienvenue. Avant de parler de parler de la raison de mon appel, oui. c'est à propos de Anne, et oui. je voulais simplement lui dire que j'ai un enfant aussi et qu'il me semble qu'il ne faut pas vivre pour son enfant mais avec. Et donc, oui, c'est joli ça. Et donc ne pas sacrifier sa vie au profit de l'enfant, parce que en faisant ça, ce qui est peut-être un peu le cas de Anne, finalement on s'étiole et toute la nourriture que l'adulte pourrait engranger pour le cas de Anne en allant voir des spectacles, en rencontrant des gens. Et qui nourrira son enfant aussi, c'est ça. Et qui nourrira du coup la relation. Absolument. Voilà, oui. Et donc je trouve, c'est très juste. Si Anne écoute, mais il me semble qu'il faut aussi qu'elle pense à elle. Oui. Donc qu'elle accumule cette nourriture qu'ensuite elle peut transmettre à son enfant sous forme d'anecdotes, de rigolades, exactement, de bonne humeur et ainsi de suite. Tout à fait juste. Et vraiment, je retiens votre expression que j'aime beaucoup. Je vous remercie Olivier. Ne pas vivre pour et vivre avec. Oui, bien sûr. On vit avec ses enfants. Ce sont des partenaires de vie et ça dure toute la vie d'ailleurs. Oui. Et vivre pour, c'est pas tout à fait juste, effectivement, parce qu'il y a une part de soi qui n'est plus là. C'est ce que vous dites très bien. Oui. Merci à vous. D'ailleurs, il y a un auditeur qui ajoute, du coup j'en profite pour lire son message. Message pour la maman trop stressée. Pensez à vous, à votre homme que vous avez choisi pour cet enfant. Cet enfant ne doit pas consommer toute votre énergie. Gardez-en pour vous et votre homme. C'est important aussi pour votre fils. Et ça va dans votre sens également, Olivier. Oui, tout à fait. Alors Olivier, vous nous appelez pourquoi ce soir ? Alors la raison de mon appel, c'était une interrogation que j'ai depuis des dizaines d'années sur le pourquoi des relations humaines, leur, je dirais pas utilité, mais leur raison d'être. Oui. Voilà l'objet de mon interrogation. Quelle différence vous faites entre l'utilité et la raison d'être, déjà ? Bon, alors la raison d'être, c'est-à-dire de mon point de vue, je sais plus si c'est Brel qui disait ça ou il disait qu'on naît, on vit et on meurt seul. Oui. Bon, et donc, je veux dire, sachant ça, on n'a pas entre guillemets besoin des autres. C'est-à-dire, pour moi, la rencontre, d'une façon imagée, on pourrait dire que chaque individu, c'est comme des espèces de particules qui sont dans le ciel. Qui mènent leur vie, qui est ce qu'elle est. Et de temps en temps, ces particules ou ces planètes, appelez ça comme vous voulez, se rencontrent. Par quel hasard, je n'en ai aucune idée. Ça dure ce que ça dure, et puis ensuite chacun repart dans sa direction, et puis soit seul, soit va rencontrer quelqu'un d'autre, etc. Donc c'est un peu
ça qui me fait m'interroger. Oui, c'est ce que vous pensez, Olivier. Pour vous, vous voyez les relations humaines comme ces planètes que vous décrivez. Ces trajectoires, d'accord. Parce que disons que si, je veux dire, non pas en regardant les gens les choses froidement, mais je veux dire quand on se promène dans la rue, vous voyez bien des gens qui sont occupés à faire à être dans leur univers, parce qu'ils ont des courses à faire, parce que ceci, parce que cela, et qui en fait sont juste à côté, mais n'ont strictement rien qui tout d'un coup va les attirer l'un vers l'autre, pas nécessairement pour des relations amoureuses, mais simplement même pour passer un moment, échanger un sourire, échanger 2-3 mots, etc. Donc, mais ça, c'est dans la rue. Ces gens-là, vous les voyez pas chez eux, dans leur famille, avec leurs amis, où là, ils ont créé des relations. Absolument. D'accord. Mais cela dit, dans des familles, et je vis ça aussi, c'est-à-dire que quelquefois, vous avez des gens dans une même pièce. Et vous l'avez expérimenté de par votre métier, j'imagine, où tout d'un coup des gens se parlent, mais vous sentez bien que les gens se parlent, mais que finalement c'est simplement une espèce des cordes vocales qui s'expriment, et que concrètement il n'y a pas de sentiment qui accompagne cette parole. Et donc l'impression d'une espèce de très grande distance entre les êtres, et que finalement qu'ils se parlent ou pas, ça change rien à leur, on pourrait dire, une espèce de solitude. Et par contre, à d'autres moments, et ça m'est arrivé, je veux dire, sans parler de conversation de très haut niveau, vous sentez que quand les gens se parlent, il y a quelque chose en plus de cette parole. Il y a je sais pas, des espèces de sentiments, et comme je disais quelquefois à des gens, quelquefois on voit des gens se parler, et je veux dire, c'est comme si matériellement on voyait un câble qui réunit ces deux personnes, et on essaye de passer entre les deux, puis on se dit merde, il y a quelque chose qui m'empêche. Et puis d'autres fois, vous avez deux personnes qui se parlent, et vous pouvez traverser ça sans aucun problème, et à ce moment vous dites, finalement, qu'est-ce que c'est que cet échange qui est juste là de pure forme, Donc en fait, quand vous parlez, pour vous suivre, entre l'utilité des relations humaines ou leur raison d'être, vous dites utilité, votre constat, c'est en fait on n'a pas vraiment besoin les uns des autres, et donc par conséquent, c'est quoi la raison d'être des relations humaines ? Non, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on n'a pas besoin des uns des autres. Oui, je pense je reprenais vos mots. Oui. On ne peut pas vivre seul. Je sais que si on isole les individus, ils deviennent dingues. Et donc votre question, c'est à quoi ça sère ? Oui, d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Parce que, comme j'expliquais aussi à Corentin, tout ça est le fruit d'une vie passée, des 3 premières années qui, sans être du Zola, mais ont probablement dû me construire de façon un peu bancale dans mes relations avec les gens, et notamment avec ma mère. Oui. Donc donc ces interrogations, à mon avis, trouvent leur origine là. Parce que vous n'avez pas pu nouer des relations très petites, c'est ça ? Oui, c'est ça. Pour être juste, je ne sais pas s'il y a besoin de rentrer dans le détail ou non. Ça a son importance. Oui, mais disons que, en gros, si vous voulez, à l'âge de 3 mois ou 4 mois et demi, notre mère nous a mis dans une nurserie en Suisse parce qu'elle n'avait pas de logement, et que soi-disant c'était moins cher de nous envoyer là-bas que de nous garder avec elle. Et elle venait, paraît-il, tous les 15 jours au début, et puis après, quand elle avait un peu d'argent, elle venait nous voir. Et donc, je me doute, et il y avait aussi dans cette nurserie des parents qui amenaient leurs enfants le matin, venaient les chercher le soir. Donc j'imagine dans quel état on pouvait être. Moi j'ai du mal à imaginer, à croire qu'on ait pu passer ça en disant la vie est belle, tout va bien. Non. Vous avez il y a des parents raison. qui s'occupent de leurs enfants, et nous on est là, personne vient nous chercher, donc tout va bien, quoi. Et je pense que, ça pour moi, ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous, Olivier, vous n'avez pas fait dans votre toute petite enfance, et c'est le moment où ça se crée, parce que ça se crée dans le visage entre le bébé et la maman, qui communique en fait par les expressions du visage, où le bébé reconnaît en fait dans sa maman. Il fait pas l'indistinction à 3 mois entre lui et sa mère. Il n'est pas distancié, il n'est pas différent. Il est sa mère. Il va aller, ça va être dans la première année où tout d'un coup un jour il va voir que maman est bien quelqu'un de différent de lui. Mais au début non. Et vous, à 3 mois, vous avez perdu votre miroir, ce qui vous rendait votre propre existence, c'est-à-dire le visage d'une maman aimante,
présente là pour vous. Et donc, même s'il y avait des adultes autour de vous, certainement, qui vous ont donné les soins essentiels, mais il n'empêche que dans le lien et dans l'identité, la construction vraiment de votre psychisme tout petit, là, il y a quelque chose qui a manqué irrémédiablement. Oui. Et on comprend, du coup, c'est important que vous nous confiez ça ce soir, et je vous en remercie, parce qu'on comprend du coup que vous vous soyez construit avec cette interrogation, en vous demandant bien à quoi tout ça peut bien servir, puisque pour vous, ça vous a manqué, et vous avez quand même avancé dans la vie. Bien sûr, parce que vous avez été, j'imagine, résilient, et vous avez créé des liens, mais ce manque-là, il reste là, il est toujours là. Oui. Mais quand vous parlez de résilience, oui, probablement, c'est possible. Oui. Mais cela dit, je veux dire, même ces relations, je peux par moments les interroger, les questionner, les mettre à l'épreuve entre guillemets. Mais disons que si vous voulez, j'ai l'impression de fonctionner de cette façon, c'est-à-dire à un moment, il y a une espèce de manque affectif ou je sais pas quoi qu'il faut à un moment arriver à combler et que j'arrive pas toujours à combler. Et quand je parle d'affectif, c'est pas le fait de dire tiens il faut que je sois dans les bras d'une fille ce soir ou demain matin, ça n'a rien à voir avec ça. Mais et puis à certains moments, je veux dire, c'est comme si j'étais rassasié de ça et je me dis bon finalement je peux vivre sans les gens. Donc si vous voulez, il y a une espèce de comme ça de, je sais pas si on peut parler d'ambivalence, mais d'aller-retour, c'est-à-dire à la fois d'avoir besoin des gens, de leur affection sans laquelle je crève, enfin ça j'en suis convaincu, et puis en même temps de me dire bon finalement je peux vivre tranquillement tout seul, et je sais que si par exemple demain mon travail ou quoi me disait bon on t'envoie à l'autre bout du monde, j'aurais aucune difficulté pour y aller, j'aurais pas le sentiment de perdre des gens, reconstruire ma vie ailleurs ne me poserait pas plus de problèmes que ça. Vous créerez d'autres relations, une vie entière se tisse de plein de relations, mais quand vous parlez des relations, et c'est intéressant d'ailleurs Olivier, en fait vous parlez d'un aspect des relations qui est l'affection. Oui. Or, les relations sont beaucoup plus vastes que l'affection. On a des relations qui nous nourrissent sur le plan intellectuel, sur le plan quelquefois physique, enfin d'échange. Ça peut être dans le sport. On a plein de sortes de relations qui nous renvoient à nous-mêmes et surtout dans lesquelles on se reconnaît, parce que on se connaît en se reconnaissant dans l'autre et en se reconnectant. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'une vie finalement à la fin d'une vie, une vie bien remplie? Est-ce que c'est pas l'image qui me vient à notre mort, une église pleine de ceux qui nous ont aimés ou avec lesquels on a partagé notre vie, c'est-à-dire une vie tissée de toutes sortes de relations très différentes qui peut être notre voisin de palier, comme le commerçant du coin, comme notre conjoint ou nos enfants ou notre famille ou des amis de passage dans notre vie ou des relations professionnelles. Vous voyez, c'est très très large là. Oui. Là, il y a une grande variété de nos relations et toutes ces relations nous nourrissent à des endroits différents. Et sans elle, on ne pourrait pas grandir. Parce que c'est pas une histoire. Bien sûr, vous avez raison, être seul à crever, c'est épouvantable, mais c'est surtout aussi que ça nous aide à croître, parce que ça nous renvoie à nous-mêmes constamment pour aller y puiser, y chercher. C'est un challenge, un défi, la relation. Et constamment, ça nous interroge sur le choix de comment on va répondre, comment on va agir, comment on va être avec telle personne. Et du coup, on va puiser en nous extrêmement de richesse à être. Et donc les autres nous construisent. Donc quand vous me demandez la raison d'être des relations entre les êtres humains, moi je ne reprendrai pas la galaxie, même si c'est très joli, c'est-à-dire vos planètes, parce que les planètes entre elles ne s'échangent pas quelque chose qui leur permette chacune de croître. Elles se croisent, comme vous dites, et après elles poursuivent leur route. Alors que nous échangeons des choses qui nous nourrissent, nous grandissent et nous permettent en fait de nous exprimer, d'être expansif. Regardez-vous, je reprends votre image de la rue, et vous dites tous ces gens dans la rue, mais
j'imagine que ça a dû vous arriver, Olivier, dans une journée, vous croisez quelqu'un que vous connaissez absolument pas dans la rue, qui vous a souri, ou qui vous a adressé la parole, vous avez échangé 3 mots, j'en sais rien, arrêté un feu rouge, ou dans la rue, et tout d'un coup, cet échange-là, ce sourire, peu importe que ce soit, ça vous a fait votre journée, comme diraient les Anglais, hein, you made my day. C'est-à-dire que ça a été un moment, voilà, un petit rayon de soleil, quelque chose qui vous a nourri, qui dans votre journée a été de la richesse humaine, en fait. Et vous sauriez pas dire pourquoi. Peut-être, bien sûr, on se reverra jamais, mais il y a eu à ce moment-là un joli moment. Et quand on regarde à l'aune d'une journée, un coup de fil, ça peut être un coup de fil, hein, mais il y en a pas mal de ces moments-là, finalement. Alors, dans une vie, on les compte même plus, mais... Oui, tout à fait, mais Donc, vous voyez, on n'est pas tellement dans une histoire d'affect, mais dans une histoire de richesse qui s'échange et finalement qui nous permettent de nous renvoyer à nous-mêmes et d'aller chercher en nous des endroits de nous inexplorés. Quand quelqu'un vous parle, d'une certaine manière, il vous touche. Et quand il vous touche, il vient vous chercher quelque part en vous. Alors, ça peut ne pas être agréable, comme ça peut être très agréable. Comme ça peut être neutre. Oui. Vous parliez de neutralité, des gens qui s'échangent socialement un cocktail, 3 paroles. Bon, ils sont dans le réseau, mais ça fait partie, disons, de la fonction utile du réseau social, par exemple. Oui, mais je peux vous dire qu'effectivement, ce genre de truc me laisse complètement indifférent. Et oui, c'est l'aspect vrai social. Que la dimension affective, comme vous me disiez tout à l'heure, j'en ai conscience, c'est extrêmement importante. Et j'ai l'impression, pas par orgueil, mais si vous voulez, que globalement, je n'ai pas besoin, si vous voulez, de gens pour réfléchir. Non pas que je sois, omniscient, etc. Mais je veux dire, j'ai l'impression d'avoir, d'une certaine façon, d'un point de vue intellectuel, des capacités, de réfléchir par moi-même. Tout seul ? Vous réfléchissez tout seul ? Comment vous nourrissez votre pensée, Olivier ? Comment vous nourrissez ? Quelle nourriture vous donnez à votre pensée pour vous faire réfléchir ? C'est par exemple en écoutant énormément la radio, avec des interviews de gens, ou en lisant le journal, en écoutant beaucoup de témoignages. Donc c'est cette façon j'ai de me nourrir. Et après, vous dites finalement, j'ai pas besoin de les échanger avec d'autres, de les confronter à d'autres. Si, par moment, je peux discuter avec des gens de certaines choses, mais si vous voulez, j'ai l'impression de ce point de vue-là de pouvoir être relativement autonome. Autosuffisant, vous êtes autosuffisant. Ouais. Mais par contre, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que vous avez compris, c'est le fait que cette dimension affective des relations, pour moi, est effectivement pas vitale, mais pas loin, quoi. Pas loin, parce que je sais que dans ces cas-là, je suis quasiment au bord du précipice, quoi. Oui, donc il ne reste plus que la dimension de l'affect. Parce que ce qui est intéressant, vous dites, intellectuellement, moi j'écoute des gens où je lis, donc vous vous nourrissez et vous ne ressentez donc pas le besoin d'aller confronter votre pensée à celle des autres, elle vous autosuffit, donc vous êtes en mode je reçois où je vais chercher de l'information, mais je ne l'échange pas avec d'autres, alors que ces autres que vous écoutez à la radio, imaginez que cet expert que vous avez entendu à la radio, il soit invité à un dîner chez des amis. Vous aimeriez échanger avec ou vous passeriez le dîner à l'écouter ? Non, j'aimerais m'asseoir à côté, l'écouter, lui poser des questions, etc. D'accord. Ça, effectivement, j'avoue que il y a certaines personnes comme ça que j'entends à la radio, je me dis, si je pouvais un jour les croiser, leur demander est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous, passer du temps à vous écouter, réfléchir avec vous, je serais effectivement très très heureux. Je suis pas là dans mon orgueil en me disant, cette personne que j'ai écoutée, finalement, elle m'arrive pas où je suis. Non, c'est pas du tout ce que j'étais en train de dire. Hein. C'était pas une histoire d'orgueil, c'était plutôt la façon dont vous vous nourrissez et le fait et là quand vous dites si j'aimerais m'asseoir à côté parce que ce serait enrichissant pour moi d'être dans cet échange, c'est-à-dire que ma pensée puisse se refléter dans celle de l'autre. C'est ça dont je vous parle. C'est cette histoire de réflexion. Je cite souvent la pièce de Shakespeare, la Troilus et Cressida, où pendant la guerre de Troie, Achille dit à Ulysse, pourquoi les êtres humains ont 2 yeux ? Est-ce que tu as vu ? Et ils savent pas se regarder.
Finalement, on a 2 yeux, mais on ne sait pas se voir. Et Ulysse lui répond, oui, parce qu'on a besoin des 2 yeux d'un autre, qui du trajet de ces 2 yeux à ceux de l'autre, nous renvoie en miroir, et on peut se penser grâce à l'autre. Et c'est très difficile de se penser sans l'autre. On n'arrive pas à se penser sans les autres. On n'est pas autosuffisant dans nos pensées, finalement. Ouais. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, se penser sans l'autre ça voudrait dire qu'on se pense tout seul dans un système autonome. Quand vous dites vous êtes autosuffisant, ça veut dire que je ne confronte pas ce que je pense en parlant avec d'autres, parce que je me nourris, je suis heureux de penser ce que je pense, mais jamais je ne vais le confronter, le valider, l'enrichir à la pensée de l'autre qui va aider la mienne à s'assouplir. C'est-à-dire, c'est un aller-retour. Oui. Comment voulez-vous vous connaître, Olivier, si quelque part vous n'êtes pas reconnu ? Mais ça parle aussi de votre toute petite enfance. On se connaît parce qu'à un moment donné, on est reconnu. La reconnaissance fait partie dans la pyramide de Maslow dans nos besoins. Le besoin de sens, c'est les 2 derniers tout en haut. Et c'est essentiel à nos vies. Alors oui, dans l'affection, bien sûr. C'est là où on se sent reconnu parce qu'aimé. Et puis reconnu aussi quand on est dans l'échange avec l'autre. Oui, tout à fait. Oui, effectivement. Mais ouais. Enfin, c'est vrai que de ce point de vue-là, par moment, j'ai pas toujours, l'impression d'avoir cette reconnaissance. Et je me souviens, j'avais écrit une lettre à mon père, avant qu'il mette fin à ses jours, mais où je lui disais, par exemple, que j'aimerais pouvoir travailler avec telle et telle personne, et donc d'une certaine façon être reconnu comme par des pairs, des pairs PAIR. Exactement. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des organisations, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, dont j'aimerais bien faire partie, et en ayant le sentiment tout d'un coup d'être reconnu de ces gens-là, je dirais pas à ma juste valeur, mais pas loin. Pas loin, voilà, parce que ça fonde votre existence, ça donne du sens à votre existence. Certainement, oui. Et finalement, si je reviens à votre question du début, c'est quoi la raison d'être des relations humaines ? Une nouvelle idée aussi dans le fait qu'on existe. Parce qu'exister tout seul, on n'y arrive pas. Alors bien sûr, je reprends vos mots de Brel, on est seul, on vit seul, on meurt seul. On est en soi-même dans une solitude. Et puis Brel était vraiment très malheureux, lui. Donc c'est aussi une phrase de quelqu'un d'assez désespéré, mais magnifique, bien sûr. Et c'est vrai. Et en même temps, mais on est aussi, parce que personne ne nous pénètre complètement, on est seul en soi. Mais rompre cette solitude, c'est cet échange dans lequel 2 solitudes ensemble, ça peut créer beaucoup de richesse. Oui, bien sûr. Ouais. Et finalement, quand vous dites sur le besoin de l'autre, peut-être que c'est ça le curseur, c'est entre où se place le besoin qu'on a de l'autre. Est-ce que le besoin on est dans le vital? Et d'une certaine manière dans le vital, mais ça prend pas non plus toute la place, c'est-à-dire la capacité à être autonome. Parce que moi, ce que j'entends aussi chez vous, Olivier, c'est une capacité à être dans l'autonomie. Et ça, c'est très fort aussi, parce que c'est solide. Par contre, est-ce que vous vous laissez toucher par les autres ? Ça, c'est une autre question. Là, si vous voulez que je vous donne un exemple qui, entre guillemets, non pas faire peur, mais c'est l'image que je vais employer, où un jour, je suivais des cours à la mairie de Paris, et peu importe, pas des matières scientifiques ou un truc comme ça. Et il y avait, on était quelques élèves, et il y avait un élève qui avait quelques difficultés pour apprendre. Je sais pas à quoi c'était dû, et puis visiblement, le prof et cet élève se connaissaient bien, probablement se fréquentaient depuis quelques années à travers ses cours. Et je me souviens qu'il nous a invités un jour chez lui, à Paris. Et j'y suis allé, le prof était là, peut-être d'autres élèves, je sais plus. Et on est rentré dans un appartement quelconque, mais c'est pas un jugement de valeur, je veux dire, comprenez-moi bien, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. Un appartement, qui était pas nécessairement, je crois, bien entretenu. Il y avait une cuisine qui était un peu sale et tout. Et cette personne nous a accueillis. Et pour vous donner cette image que j'avais, la façon dont la personne nous a accueillis, pour moi, c'était comme s'il il portait sur un plateau son cœur qui bat. C'est magnifique. Et pour moi, c'était, j'étais absolument bouleversé par ce truc-là. Mais vraiment touché comme je l'ai rarement été ou à d'autres moments. Mais donc, si vous voulez, je peux être par moments extrêmement
touchés par des gens, enfin souvent plus par leur détresse, parce que les gens heureux avec sourire des gens qui ont gagné, qui gagnent leur vie, etc. Ça me laisse mais vraiment de marbre. Enfin, je veux dire, je m'en fous. C'est pas que enfin, vraiment. Quand c'est trop lisse. Voilà, quand c'est trop lisse, ça vous parle pas. Hein, quand la surface est lisse et toute ripollinisée en rose, ça vous parle pas. Mais là, en fait, ce qui vous a touché, c'est vous avez senti beaucoup d'authenticité, beaucoup d'accueil. Et d'authenticité quand vous décrivez la cuisine, comment ils ont emporté un plat, etc. La chaleur et l'accueil, peu importe le cadre. Tout à fait. Et là, finalement, vous étiez dans la relation humaine la plus belle qu'il soit. Et je comprends que vous ayez été touché. Et enfin voilà, bon. Et pour reprendre l'expression de Brel, enfin vous savez, dans la chanson, je crois, ces gens-là, même qui donneraient sa chemise à des pauvres gens heureux. Et je veux dire, il y a des moments, dans ces cas-là, c'est quasiment, enfin j'en suis presque rendu à ce genre de choses, quoi. C'est-à-dire, je vous ai mal entendu. D'être dans un don presque vis-à-vis de la personne. Enfin, je sais pas, d'être dans une espèce de don, même si c'est pas moi qui donne, mais tout d'un coup d'être, dire voilà, je sais pas, d'être là pour l'autre. Je suis là. D'être là. Et pas seulement physiquement, mais entre guillemets affectivement. C'est-à-dire vous sentez que c'est pas. Vous savez, Olivier, c'est très touchant, je trouve, votre témoignage ce soir, et je rejoins le message là que vient d'envoyer Laurence en disant Olivier devrait s'ouvrir au partage. Mais j'entends ça chez vous de ce besoin là, pour le coup, vraiment d'un désir très fort, d'une envie très forte d'être beaucoup plus dans le partage. Et je crois que votre question que vous avez posée au tout début de votre témoignage, elle dit ça. La question du sens, c'est parce que vous êtes vraiment en quête de plus de partage. Et je crois que c'est complètement à votre portée parce que c'est quelque chose aussi qui vous définit. C'est ce que vous venez de faire là, finalement, avec nous, pendant 20 minutes. Donc je vous souhaite vraiment de multiplier des instants de partage, même des microscopiques de la journée, comme vous dites, aller vers les gens, jusqu'au plus grand, recevoir chez vous des vacances ou je sais pas. Mais je vous souhaite de beaucoup partager. Okay. Merci à vous, Olivier, merci de votre appel. Je vous en prie, Sophie. Je vous souhaite une très belle nuit à tous et à toutes. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. On se retrouve demain soir à 23h. Passez un bon dimanche et je vous laisse en compagnie de Nikos Aliagas et son émission Sortez du cadre. Faites de beaux rêves.